Depuis toutes ces années à sillonner la France au volant de ma petite Micheline, s'il y a une chose dont je suis certaine, c'est qu'il n'existe pas de bonne recette sans bons produits. Alors quoi de mieux que de profiter de ce que nous offre la nature, produire ses propres légumes, son huile, son vin, ses céréales, ses volailles, bref, de quoi cuisiner tout ce qui fait la richesse de notre patrimoine gastronomique. Ils sont de plus en plus nombreux à faire ce choix dans les campagnes françaises et j'ai envie de vous faire découvrir ces paysans d'aujourd'hui qui ramassent les légumes sauvages, produisent parfois leur propre électricité, pratiquent la polyculture, l'élevage, le plus souvent avec l'autosuffisance pour objectif et toujours avec un profond respect de l'environnement. Dans cette nouvelle formule, qu'ils soient agriculteurs de père en fils ou néo-paysans autodidactes, nos hôtes nous ouvrent leur table, où le goût et la qualité priment. De la fourche à l'assiette, les carnets de Julie posent leurs valises dans ces petits écosystèmes, au cœur de terroirs redynamisés, pour cuisiner ensemble à la table de ces paysans d'aujourd'hui. Bonjour, c'est en Normandie que nous allons à la rencontre d'un paysan d'aujourd'hui, François-Xavier Craquelin. Au cœur du pays de Caux, il s'est installé en reprenant la ferme familiale il y a environ 18 ans, abandonnant la production laitière au profit d'une production de cidre et d'un élevage de bœufs, nourris aux céréales de la ferme, évidemment, mais également abreuvés de cidre. Et c'est là toute la particularité de cette exploitation. Alors à l'arrivée, une viande extrêmement tendre, dont certains disent même qu'elle s'apparente au bœuf de Kobe, notre bœuf de Kobe local. Nous allons mener l'enquête. Nous commencerons donc avec le bœuf cidré de François-Xavier, cuisiné par un de ses amis restaurateurs pour la recette du plat principal. Puis c'est auprès de spécialistes de la crème et du beurre que nous irons préparer notre dessert normand. Je ferai ensuite un petit détour pour découvrir un atelier de céramique, tandis que François-Xavier nous emmènera récupérer des huîtres élevées sur la côte et du cresson cultivé localement pour cuisiner l'entrée du banquet. J'aime les animaux, toutes ces petites bêtes qui n'en font qu'à leur tête. J'aime les animaux. Bonjour François-Xavier. Bonjour Julie. Ça va? Tu es en train de Ça va nourrir et les toi? bêtes? Ouais. Bienvenue à la ferme. Merci. Tu élèves principalement des bovins, toi, c'est ça? C'est un métier depuis au moins 15 générations, je dirais, de Dans père la en famille. fils. Ouais, on a toujours élevé des bœufs normands et c'est une partie importante de notre activité. Mais l'exploitation, finalement, c'est les animaux, c'est le cidre, c'est les cultures. En fait, c'est la conjonction de tout ça qui fait qu'une ferme, aujourd'hui, ça devrait fonctionner avec un certain nombre d'activités qui se complètent. Un écosystème, comme on dit. Un écosystème, Toi, l'économie tu as réussi circulaire. à créer du lien entre toutes ces activités, Bah, notamment écoute- à travers le cidre dont tu te sers pour les bêtes, c'est ça? C'est ça, ouais. Je trouve que C'est c'est le extraordinaire. terroir quoi. qui impose sa logique, malgré tout, puisque Bien tu sûr. épouses ton terroir, forcément. Oui. Si tu fais de la moutarde ou du cidre, c'est pas par hasard. C'est aussi parce que tu as décidé de revenir finalement à un mode d'élevage qui est assez ancien, c'est ça? Ouais. Qui est ce fameux bœuf cidré, c'est-à-dire Alors- qu'elles consomment du cidre sur la fin de leur vie, hein, c'est ça, pas dès le ouais. départ. Sur la fin de Tu donnes l'élevage. pas, rassure-moi, tu donnes pas d'alcool aux enfants. On n'en est pas là, non, et on n'ira pas. L'idée qu'on a eue, c'est une observation de ce qu'on faisait sur le modèle du bœuf de Kobe, où on leur Donc donnait le bœuf du de Kobe, cidre, c'est au Japon. où on leur donnait de la bière. Et on leur fait écouter de la musique classique. Ce qui est le Exactement. cas, j'ai Tu l'impression entends pour toi aussi. Ouais, je sais pas, je crois que c'est du Satie qu'on entend là tout de suite. C'est un peu triste quand même, mais bon, Satie, c'est Honfleur en même temps. Donc Ah là oui, encore, c'est vrai, il y a une cohérence de terroir. bon, il y a juste au moment des informations, parfois on coupe pour pas les stresser. Parce que l'idée, c'est quand même qu'ils soient élevés dans un environnement le plus sain possible. Et on a vraiment fait la preuve de l'intérêt de la musique sur le bien-être animal. Non, il y a une chose qui est sûre, c'est que
Moi, je trouve que bosser en musique, c'est vachement agréable. D'accord, Et c'est que plutôt pour toi que pour elle. Le bien-être de l'éleveur est en cohérence totale avec le bien-être des animaux. Bien quoi. sûr. Puis ça leur permet aussi d'avoir l'équivalent d'un petit dessert. C'est ça. En tout cas, on voit et on entend qu'elles apprécient le cidre. Hein. Et oui. Tu me diras, Pourtant, une Normande qui n'apprécie pas le cidre, ça s'est jamais vu. Hein. ouais. On s'est aperçu qu'en donnant un peu d'alcool aux animaux, on les faisait manger plus. Donc ça, c'est le premier effet. Ça éveille l'appétit, d'accord. Et donc ça permettrait de favoriser le persillage de la chair, c'est ça? Alors, le fait qu'elles boivent du cidre les fait manger plus, et le fait qu'on leur donne à manger des produits de très très bonne qualité, le fait qu'on élève les bœufs plus longtemps qu'un élevage traditionnel, Vraiment en fait, c'est la extensif. conjonction de tout ça, quoi. Et en fait, ils ont une ration qui est extrêmement riche et très quali, parce que tout ce qui est ici, c'est fait sur la ferme. C'est Donc, ça, c'est ce que j'allais te demander. C'est-à-dire que tout ça, c'est- c'est vraiment produit localement. c'est ça. Et- La gastronomie dans l'assiette, il faut commencer dans l'auge. Si tu nourris pas tes animaux correctement, il faut pas espérer faire quelque chose de Oui, de bien sain, sûr. Et quoi. puis le locavore qu'on prône tant, c'est pas seulement du producteur au consommateur. Ben non, C'est c'est aussi pour eux. c'est aussi en amont. Ça commence par là, quoi. Alors bien que n'étant pas normande, je goûte très bien ton cidre Ouais, aussi. bah écoute si tu veux. Et puis ça donne faim les voir manger comme ça. On y va? Ouais, on y va. Ça tombe bien, François-Xavier nous a prévu un petit casse-croûte aux saveurs normandes des plus locales. Donc là, c'est une de tes fermes, c'est ça? Tu as plusieurs bâtiments? Bah, on a pas mal de corps de bâtiments qu'on essaye d'entretenir. Ça, c'est un très très vieux bâtiment. Tu vois, qui doit être du magnifique, XVIe avec ce siècle. colombage. Oui. Vas-y, je t'en prie. Merci, pardon. Ah ouais, c'est superbe à l'intérieur. Tu as vraiment gardé l'authenticité du lieu. Tiens, donne-moi le cidre, Voilà, je vais tiens. servir. Je vais chercher la pizza, Ouais. bien chaude. La quoi, la pizza? Pizza normande. Oh là là, mais dis-moi, ça, on innove en Normandie. On a mis ça en place avec une copine qui a une pizzeria à côté. Ouais. Et puis, je lui ai passé de la moutarde. Et puis, je lui ai dit, bah, essaye de faire un truc plutôt que de mettre de la tomate qui vient de je sais pas où. Ah oui, donc ça, ce sont tes moutardes, c'est ça? Hop là. Alors ça, oui, ce sont les moutardes qu'on produit avec Christophe. Donc moi, je fabrique tous les ingrédients et lui transforme. Ouais. Donc tu m'as dit pâte à pizza de ta copine. De l'andouille et des pommes, quoi. Ouais, c'est étonnant. Mais la pomme et l'andouille, ça marche. Hein. Qu'est-ce qu'il est frité? On a gardé Voilà, du fruit, on a des gardé fines. du sucre. Ah ouais, Ouais. un beau produit. Quand on s'est mis à faire du cidre, on disait, bah non, il y a des gros faiseurs en cidre, c'est complètement idiot. Nous, on voulait faire le même cidre que le grand-père. L'idée, c'est pas... moi, je n'ai pas envie de faire de l'argent. Si je voulais faire de l'argent, je serais resté à Paris, je serais dans la finance. Et puis, voilà. Mon C'est truc, le milieu c'est... que tu as quitté. C'est ça, ouais. L'idée, c'est vraiment d'aller dans l'authenticité des produits, de se faire plaisir, de partager une passion avec les gens. Alors ce bœuf dont on parle tellement, j'aimerais bien le goûter, moi, à un moment ou à un autre. T'as de la chance. J'en ai un morceau qui vient d'arriver, là. Ce que je te propose, c'est que tu l'emmènes chez Christophe. Pour et que ce préparer soit une lui recette. qui le cuise, ouais. Je prends donc la route pour cuisiner le plat principal du banquet chez un ami et associé de notre éleveur. Maintenant que nous avons notre carré de côte bien en main, nous allons nous rendre chez Christophe Mauduit, qui est chef à Jumièges, un chef de cuisine exigeante, gastronomique et néanmoins tout à fait en prise avec la nature, avec pour leitmotiv l'idée de ne cuisiner que des produits locaux. À quelques kilomètres de la ferme de François-Xavier, direction Arlon-en-Seine, où nous rejoignons Christophe Mauduit en pleine cueillette sauvage. Passionné de plantes, ce chef cuisinier se rend plusieurs fois par semaine en forêt, où il puise une grande partie de son inspiration. Bonjour Christophe. Bonjour Julie. Ah mais je m'attendais pas à vous trouver sur un tas de bois. Oui. Je prends un peu d'écorce pour faire la cuisine. Et Ah bon? voilà. Et Ça c'est quoi complète alors, un peu. la cuisine a contrarié votre vocation de bûcheron? Oh, peut-être. Non, je pense pas. Et pourquoi de l'écorce? Qu'est-ce que vous allez faire avec l'écorce? Bah, je vais cuisiner le bœuf de François-Xavier. Avec les écorces? Voilà. Et puis, bon puis des herbes sauvages. Parce que j'aime bien les herbes sauvages. Alors Goûter, attendez, laissez-moi deviner.
Origan. Et frais. l'origan. Voilà. Et ça, Ça, c'est c'est les mélisse orties. ou ortie? Les orties. Ortie. Aquilé? Oui. Avec les millefeuilles. On peut goûter la manger comme comme ça. Ah oui. Alors nous, on les feuille pour pas avoir trop la tige. Ah, c'est moins bon la tige? Bah, la tige, c'est plus amer. Bon. Et avec les millefeuilles, ça... D'accord, ça c'est dit. Je savais même pas que l'aquilée se mangeait. C'est une fleur que j'adore d'ailleurs. C'est pas mal. Ah, ça donne un petit goût sympa. C'est agréable. Je sais pas trop à quoi ça me... Il y a un côté feuille de carotte, un peu fan de carotte. Du lierre terrestre. Ah, d'accord. C'est Et ça caché un aussi, peu c'est dessous. comestible. Ah oui. Ça fait des petites fleurs au printemps violettes, et puis après, ça rampe et ça grossit. Ouais, c'est bon. Et ça, c'est bien aromatique. Il ne faut pas en mettre Ah oui, beaucoup. c'est et puissant assez même, fort. hein. Voilà. Ah, non, c'est intéressant ça. Toutes les herbes, les mauvaises herbes, on va dire, qu'on trouve dans le jardin souvent, Ouais. qu'on arrache. Qu'on pense invasives, Voilà. bah, finalement, on peut les Les consommer. Et t'es venu comment ici alors? Moi, à pied. On se tutoie, ça va être plus simple. Ah oui, il n'y a pas de problème. Ah bah, tu veux que je t'embarque dans ma Micheline? Ah bah, il n'y a pas de problème. Hein. Allez. Volontiers. C'est parti. Un petit Micheline. Légendaire. Ah ouais. Si tu suivais le soleil, juste pour changer de peau, il caressait ton sommeil, te ferait le pays chaud. Pour toi, l'or et le vermeil couleraient dans les ruisseaux, comme tes yeux dans le C'est ciel. dans la maison familiale, édifiée au XIVe siècle, que nous passons en cuisine pour la recette du bœuf cidré de François Xavier, accompagné de betteraves. Alors, c'est un carré de côte. Carré de côte, ça te va, ça t'inspire? Ah oui. Voilà, magnifique. Magnifique. Alors, qu'est-ce qu'on va lui faire à ce carré de côte? Alors là, pour aujourd'hui, on va en prendre juste une partie, et le reste, ça sera pour demain. Parce que là, on le fait juste pour nous, Voilà. pour nous deux. Voilà. Pas mal. Et ça, va ce bien sera se passer. pour nos copains. D'accord. Voilà. Dis donc, qu'est-ce qu'elle a comme bon gras, là? Ah oui, ça c'est... Magnifique, on sent. Et puis, elle est maturée. Voilà. Ça doit avoir quasiment un mois, je crois. Ça se voit tout de suite, hein. Elle a la texture de la chair qui est plus serrée. Elle est beaucoup plus ferme. Elle a perdu de l'eau, donc elle Ouais. s'est concentrée en goût, évidemment. Et puis là, on voit bien le marbré. Le persillage. Ouais, c'est magnifique, ça. Non, c'est la belle viande. Ouais. Christophe commence par assaisonner la viande avec du sel, du poivre et un peu d'huile, avant de l'entourer d'écorce de pin, pendant que je m'occupe des betteraves pour l'accompagnement. Qu'est-ce que tu leur as fait à ces écorces? Je les ai lavés et trempés pour que ça se ramollisse bien. Tu de fais la comme une viande. papillote. Voilà, une papillote Très bien. d'écorce. Et après, je mets au four. Quelle température? 150 à peu près. D'accord. C'est étonnant de mettre une côte de bœuf à 150. On a... Bah là, comme elle est enfermée, on ne va pas la saisir. C'est- D'accord. C'est une cuisson lente. Voilà, comme moi je veux D'accord. récupérer bien le goût De toute cette du forêt pain, que tu as mise du autour. pain, voilà. C'est parti pour bien un quart d'heure, 20 minutes déjà. Puis je Pas plus que regarderai. ça? Ah oui? Après, il faut regarder. La betterave jaune est râpée, puis mélangée avec un œuf battu et de la farine pour en faire une galette, à laquelle nous ajoutons du lierre terrestre haché. La galette est mise à cuire à la poêle à feu doux avec un peu d'huile. La betterave blanche est quant à elle préparée en salade, assaisonnée avec de l'huile de colza, de la moutarde et du vinaigre de cidre. Alors. Et bien sûr, les orties maintenant. Ah bah tiens, je t'en prie. Serre-toi. C'est pour réveiller les papilles. Voilà. Mais non, mais sans blague, ça pique les doigts et ça pique les lèvres aussi ou... Non, bah, à force d'être coupé, déjà quand les cueille, après au bout d'un moment, ça D'accord. pique beaucoup moins. D'accord, le pouvoir La sève, urticant est voilà, un peu freiné diminue. par la cueillette, quoi. Si on vit en ville, qu'on n'a pas accès à un espace naturel, tu nous conseilles de remplacer ces herbes par quoi? Les classiques, hein, le thym, le romarin, Peu le importe. persil qu'on a Le dans nos pots, cerfeuil, le d'accord. basilic. Moi, je pense que Chacun tout se fait son marie avec choix. un peu tout. Ça dépend de nos goûts. Tu crois que je retourne la galette, là, parce qu'elle a l'air bien dorée? Là, on peut retourner. Et voilà. 1, 2, 3, faut y aller d'un coup franc. Ah, voilà. C'est ça, en fait. Faut pas hésiter. Voilà. Pour accompagner le plat, Christophe accepte de dévoiler une partie de sa recette de moutarde. Donc là, tu as tes graines de moutarde, donc Voilà. la moutarde normande, Voilà, avec le qui cidre ont- de François Xavier et le vinaigre de cidre. qui ont macéré combien Voilà. de temps? Nous, on laisse 48 heures à peu près. On fait C'est une bon comme ça, macération. hein, déjà. Au début, tu as l'impression que c'est tout doux, et puis petit à petit, ça arrive. Ça pique. Ça picote. Puis nous, du coup, pour bien lier dans le mixeur, on va rajouter Ah oui, un tout peu d'huile. simplement, en fait, c'est très simple. Tu Oui. mets tout? Oui, là, on peut tout mettre. Et quelle est la proportion de graines, de vinaigre et de cidre? Donc, c'est à peu près temps pour temps. Nous, on a nos dosages qu'on a fait nous-mêmes. Calibré, Voilà. oui, c'est votre recette un peu Voilà. secrète, je comprends. C'était pour savoir grosso modo, quoi. Voilà.
Ça. On attend un peu. Donc ça va s'épaissir. On monte un peu comme une mayonnaise. Là. Ouais. Tu peux goûter. Donc là, elle est Voilà, ultra c'est- fraîche. Hein. Oui. Donc là, après, il faut la laisser un peu attendre pour bien que tout se mélange. Mais là, c'est fort. Oh, Là, ça, ça pique. je vois ce que tu veux dire. Là, il n'y a pas de Oh, problème. ça envoie loin. C'est très bon. Voilà. Je vais sortir. La viande. J'en ai vu des cuissons de viande, mais ça, c'est la première fois. Hein. Ah, Bon, alors je te laisse dresser les assiettes. Et puis moi, je vais noter la recette dans mon petit carnet. Très bien. Merci, Bah, à tout de Christophe. suite. Pour le bœuf cidré en écorce, betterave et moutarde de Christophe, il vous faut une côte de bœuf d'1,3 kg environ, 300 g de betterave blanche, 300 g de betterave jaune, un œuf, un bouquet d'herbes fraîches, 40 g de farine, de la moutarde, de l'huile, du sel et du poivre. Oh, dis-moi, la cuisson est parfaite. Et voilà, Julie. Je m'attendais pas à cette cuisson à relativement basse température. Un peu de cidre avec Et un peu de cidre. Alors, c'est la première fois que je mange du bœuf arrosé de cidre. Hein. D'habitude, puis là, on il est est- quand même vraiment. Il a plutôt- bu du cidre, sur on le va vin boire du rouge. cidre avec. Ah ben c'est vrai, il y a une cohérence. Toi, t'es d'ici, toi, t'es du pays. Mes parents ont déménagé quand j'avais 8 ans pour aller en Savoie, où j'ai fait mon apprentissage. Et puis c'est pendant l'apprentissage que ça m'a intéressé les herbes sauvages, en plus des herbes cultivées. Donc depuis l'âge de 14 ans, je suis à la cuisine. Je suis pas prêt de Avec m'arrêter. le même plaisir. Ah oui, toujours. Je dis pourquoi C'est pas. exceptionnel ce qu'on est en train de manger quand même. Hein. Merci. Non, franchement, avec une longueur en bouche, tu sens le gras, mais c'est un gras qui porte la saveur de la viande et du muscle. Et là, c'est le bon équilibre parce qu'elle est vraiment persillée. Puis c'est un gras maturé, donc c'est un gras qui véhicule du goût. C'est pas juste de la matière grasse. Voilà, le goût du sapin est bien Mais oui, juste complètement. sur le tour. Ouais. C'est ce que je me disais. Je me disais que tu sentais vraiment ce côté forestier. Un petit peu de sapin. Ouais, vraiment. Donc Et, après, et d'ailleurs, le cidre avec, ça va réveillé bien. par le cidre. Ah, j'adore ta galette de betterave aussi. Ça, c'est une vraie découverte parce que c'est fondant et croquant à la fois. Voilà. Et je crois que j'aurais pas reconnu la betterave à l'aveugle. Hein. Une bonne façon de faire manger des betteraves aux enfants. Enfant, voilà. Surtout jaune, alors là, personne ne peut se douter. Entre deux services au restaurant, Christophe viendra avec le reste du carré de côte demain chez François Xavier. À présent, nous allons à la rencontre de la famille Duménil, qui élève des vaches, comme François-Xavier, mais là, il s'agit de vaches laitières. Ils produisent leur lait, ils réalisent du beurre, de la crème, mais aussi des fromages qu'ils affinent eux-mêmes. Et c'est Aurélie qui va nous proposer sa recette de tarte aux pommes. Et les Normands s'y connaissent en tarte aux pommes, croyez-moi. Du bon lait de vache, qu'est-ce qu'on fait? On fait du bon fromage. Du bon C'est à Saint-Vincent-Craménil que les Duménil travaillent en famille. Le père d'Aurélie s'occupe du troupeau de 150 vaches avec l'aide de son frère. Tandis qu'Aurélie aide sa mère Corinne à la fromagerie où sont produits quotidiennement yaourt, beurre, crème et nombreuses autres créations fromagères. Heureusement, sans ça, il serait perdu. Oh, ce serait bête. Aujourd'hui, Aurélie quitte son poste habituel pour se mettre au fourneau avec Louise, la jeune pâtissière qui travaille à la boutique de producteurs locaux installée sur la ferme. Coucou Louise, je te ramène les pommes pour la tarte aux pommes. Ah, cool. C'est des pommes Elstar, ils sont super sucrés, il paraît qu'ils sont super bonnes. Pour notre tarte normande, ça va être nickel. C'est bien fruité, ça a du goût et ça va bien fondre à la cuisson. Ok, bon bah c'est parfait. Pendant que tu fais ta pâte sablée, je vais peut-être commencer à éplucher les pommes. Ouais, si tu ça, veux. on va gagner du temps. Louise mélange 200 g de farine avec 125 g de beurre demi-sel, puis ajoute 80 g de poudre de noisettes. Pour donner un petit goût et faire une revisite de la pâte, quoi. En plus, en Normandie, plein de noisetiers. C'est vrai. Je veux bien, c'est que tu me casses un œuf, s'il te plaît, Aurélie. Un œuf entier? Oui, un œuf entier, s'il te plaît. Ok. Merci. Pour nous, c'est important de savoir
d'où viennent les produits, faire vivre l'économie rurale. C'est bon pour la santé, on sait ce qu'il y a dedans, on sait que c'est de la bonne matière et que c'est pas plein d'additifs, plein de produits de conservateurs. La pâte réservée au frais, Aurélie et Louise s'occupent de la cuisson des pommes. On va peut-être faire fondre du beurre, non? Ouais. Au lieu de mettre directement les pommes dans la tarte, on s'est dit on va les faire revenir et on va faire un petit caramel beurre salé à l'intérieur pour les faire revenir et donner toujours un peu de nos racines, quoi. Et puis changer de la tarte normande classique, en fait, donner un petit coup de peps. Pendant que les pommes cuisent, Aurélie prépare l'appareil de la tarte en mélangeant 2 œufs entiers et 100 g de crème. Donc faut pas me dire le pourcentage de matière grasse, c'est du lait entier, comme on dit toujours. Vous voyez, elle est bien blanche. La Normandie, c'est ça. Voilà. Et une petite goutte de calva, c'est un peu mal, non? Oui. Pas trop. Pas trop, non. On en met combien? La moitié. Un demi-petit ouais. verre. Ouais, déjà. Bon. Louise étale ensuite la pâte sablée avant de la foncer dans un moule à tarte beurrée et farinée. Elle a une belle couleur, on voit bien la noisette et tout, c'est sympa. C'est bon? Elle est toute belle. Alors avec le surplus de pâte, on peut faire des sablés. Donc comme ça, il n'y a pas de perte, il n'y a pas de gaspillage. Hein. Éco-responsable. Le fond de tarte est précuit à blanc, 5 à 10 minutes dans un four à 180 degrés. Aurélie et Louise disposent ensuite les pommes caramélisées dans le moule et versent le jus de cuisson dans l'appareil. Ça va ramener un peu de caramel avec la pomme, ça va donner un peu un goût sympa. Bon, il n'y a plus qu'à enfourner. La tarte termine sa cuisson 45 minutes, toujours à 180 degrés. Elle est belle, hein? Je suis fière de nous. Hein. Ouais. Aurélie nous apportera cet appétissant dessert normand demain pour terminer le repas à la ferme. Retour à la ferme de François-Xavier, la ferme du Petit Clos Normand, pour assister à la fabrication de cidre. Cidre qui sera évidemment sur la table de notre banquet, ça va sans dire. Vive le cidre de Normandie, rien ne fait sauter comme ça. Et cette Notre agriculteur s'est un peu avancé en allant ramasser les pommes dans son verger. Je le rejoins directement à la cidrerie où les pommes sont déchargées pour être lavées. de Normandie, rien n'est aussi meilleur que ça. Salut! Ça va, Julie? Ça va et toi? Ouais. Alors là, vous triez les pommes. Bonjour, monsieur. Jean-Pierre. Bonjour, Jean-Pierre. Qu'est-ce que tu retires? Les plus pourries, c'est Ouais, ça? on retire celles qui sont vraiment abîmées. Autrefois, ils ne le faisaient pas, hein. Mais bon, quand même une certaine évolution dans le cidre. Par rapport à ce que c'était il y a une vingtaine d'années. On travaille sur des méthodes champenoises maintenant. Oui, il y a une exigence qui n'a plus rien à voir. Ouais, Donc là, il y a plusieurs variétés, j'imagine. tout à fait. Ça, c'est de la métaie, par exemple. C'est une pomme qu'on utilise beaucoup pour le pommeau, qui est assez tannique. Ça, je vais être bien. Ça, tu balances, ouais. Vaut mieux en jeter plus que moi. Ah oui, surtout ça, ouais. Tu avais déjà fait une pressée de cidre ou pas? Non, c'est la première fois, ouais. C'est bien que tu la fasses en Normandie, quand même. Ah bah oui. Prochaine étape, le broyage des fruits. Elles ont été écrasées là-dedans. Et là, on a à peu près 2,5 tonnes, 3 tonnes de pommes. D'accord. Donc on appelle ça des mous de pommes. Là, il n'y a pas de fermentation à ce stade-là. Non. Non, par contre, tu as une oxydation. Ça donne de la couleur à nos cidres derrière. Mais le goût n'en est pas changé. On va chercher un peu d'arômes aussi. D'accord. C'est comme pour tout le reste, il faut prendre le temps de faire les choses. C'est tout. 2 tiers de ce que tu vois là-dedans va se transformer en jus. D'accord. Et le reste, d'après toi, qu'est-ce qu'on en fait? Et le reste, on le donne aux animaux?
Voilà. Les bœufs, on perd rien en Pays de Caux. Tout est gardé. La pressée de ce mou de pomme peut ensuite commencer. Donc là, ça part dans la pompe et tu vois. Et là, après, le travail va démarrer. Ça va directement dans les cuves? Ouais. François-Xavier en profite pour prélever un peu de ce jus afin de se faire une première idée du futur millésime. Alors là, qu'est-ce que tu fais? On mesure le taux de sucre en fait. C'est super important parce que c'est à la fois l'alcool potentiel qu'on aura dans notre cidre. Ouais. Et plus potentiellement on a du sucre, plus on va pouvoir garder des arômes. Parce que ce sucre va être transformé en alcool à travers la fermentation alcoolique. Voilà, donc là on est autour de 54, 55. Donc on est sur un truc standard. C'est ni très fort ni très faible, c'est dans la moyenne. C'est ensuite aux levures présentes naturellement dans le fruit de jouer leur rôle pour assurer la fermentation du cidre. Il faut qu'on ait des fermentations longues pour avoir plus d'arômes, très lentes. Ça veut dire qu'il faut enlever des levures pour arriver à stabiliser notre fermentation, quoi. Donc c'est tout l'art du cidre d'arriver à avoir un produit qui soit maîtrisé. On passe des filtres assez grossiers et on va enlever un petit peu de levure. Tout en conservant Tout en conservant un minimum. Parce que nous, les cidres que tu veux avoir de l'autre côté, c'est que des levures indigènes. C'est pas de levure artificielle. C'est-à-dire qui étaient déjà intégrées au jus, quoi. Dans les cidres comme ceux que tu vois ici, tu n'as que de la pomme. Là, il n'y a que de la pomme. Il n'y a pas de soufre, il n'y a pas de CO2. Voilà. Une cuvée 100% pomme qui sera mise en bouteille d'ici 4 à 5 mois. Pour terminer cette première journée dans le bocage normand, c'est en bord de Seine que j'ai la chance de passer la nuit. À quelques minutes de la ferme, les parents de François-Xavier ont racheté ce manoir il y a quelques années. When I wake up in the morning, love, and the sunlight hurts my eyes, and something without warning, love, bears heavy on my mind. Then I look at you, and the world's all right. Salut François-Xavier. Bonjour Julie. Tu vas bien? Dis donc, quelle cuisine! Elle est impressionnante, historique. C'est quoi? C'est une maison médiévale, début Renaissance? Alors, on est tout début Renaissance. On est autour de 1500, en fait. Ici? Oh, tu nous as fait des beaux riolets. Oui. Oh, privilège. Raconte-moi un peu l'histoire de cette maison. Elle a été construite sur ordre de Charles VII pour sa maîtresse qui s'appelait Antoinette de la Magnolet, qui était la nièce d'Agnès Sorel. Voilà. Après, on n'en connaît pas beaucoup plus sur cette période-là. Elle a probablement abrité les enfants, enfin les bâtards, comme on disait, du roi. C'est comme elle a été appelée comme ça, le manoir des bâtards du roi. Ah oui. Et après, elle a appartenu à un armateur qui s'appelait Buquet, qui était un partenaire de Jean Angot, qui était un grand corsaire de François Ier. Alors, on va goûter ça? Alors, riolet. un riolet, une compote de pommes. Alors, riolet avec le lait de Corinne, avec c'est le ça? lait de Corinne, oui. Bah oui, puisque pour faire un vrai riolet, il faut quand même un vrai lait de ferme, quoi. Un lait entier. Là, on a de l'épaisseur, on a de la consistance crue. Je mets un peu plus de sucre sur la compote. Mais le mélange fonctionne très bien. Ouais. Et alors, la chambre dans laquelle j'ai dormi, c'est une chambre que vous proposez à la location? Ce sont des chambres d'hôtes? Effectivement, on fait un peu de chambre d'hôtes. On est dans la maison de ton papa. Oui, c'est papa qui habite ici. Cette maison, elle est faite pour être partagée, en fait. C'est pour ça qu'on s'est mis ici. C'est parce qu'on aime l'histoire, on aime la région. Et puis la Seine devant, avec un paysage qui s'étend sur des dizaines de kilomètres. C'est extraordinaire, quoi. Alors, quel est le programme aujourd'hui? Le programme. Alors, on a pas mal de choses à faire. Donc, il faut que j'aille chercher des huîtres pour faire une petite préparation qu'on fera tout à l'heure ensemble. Il faudrait que tu ailles chercher... Alors, on a un projet avec Christophe de faire des moutardes dans des pots, comme on les faisait autrefois dans la région. Et j'aimerais bien que tu ailles chercher un pot pour qu'on puisse voir un petit peu ce que ça donne, quoi, avec nos moutardes à l'intérieur, quoi. Sous le soleil, exactement. Pas à côté, pas n'importe où. Sous le soleil, exactement. Pour remplir la mission qui m'a été confiée, direction le petit village de Saint-Clair-sur-les-Monts, dans l'atelier de poterie de Claire-Marie Fournier. Après avoir exercé de multiples métiers aux 4 coins de la planète, Claire-Marie est revenue dans sa région d'origine, il y a 10 ans, pour y devenir céramiste après une formation aux Beaux-Arts. Sous le soleil, exactement. Pas à côté,
Entrez. Ah, mais c'est Julie. Bonjour Claire-Marie. Bonjour, comment allez-vous, Julie? Mais très bien, et vous? Bien, merci. Je peux prendre une chaise? Bien sûr, installez-vous. Ce sont des terres locales, des argiles locales? Alors, la terre rouge qui est là-haut, le petit pot, Ouais. qui fait un gros pot à moutarde cette fois, Ouais. il est local, c'est un terre normande, c'est la terre de Noron. Alors justement, vous m'y faites penser, parce qu'au-delà de vous rendre visite, ce qui me fait très plaisir est de découvrir votre métier, j'avais une commande. Ah. Et oui, c'est votre ami François-Xavier. D'accord. Vous savez qu'il fait de la moutarde. Et il cherche un pot un peu typique de la région, donc si possible avec, j'imagine, une terre du coin, une forme historique, mais peut-être avec un petit twist personnel, mais qui soit vraiment un pot caractéristique de son produit. Alors, effectivement, j'ai des pots à moutarde que j'ai fait en bleu lin. Parce que c'est une région où on fait beaucoup de lin, on produit beaucoup de lin, c'est ça? Tout à fait. Et du coup, je pense que ça pourrait lui convenir. D'accord. Vous me montrez? On peut aller voir. Allez. Ah là là, quelle jolie chose. Bien, merci. Ouais, les couleurs sont magnifiques, les tons sont très beaux. Donc le bleu lin, c'est celui-là alors. Voilà. Il y a un petit côté un peu lavande aussi. C'est très Oui, joli. tout à fait. Mais c'est vrai que je pense que ça lui plairait. Parce qu'il y a vraiment ce côté manufacturé, il y a une vraie patine. Ouais. C'est une terre voilà, normande, le lin, c'est local. Rien n'est fait au hasard. Tout à fait. C'est pour ça qu'ils sont tous légèrement différents, parce que c'est vraiment artisanal. C'est fait à la main, c'est fait avec l'humeur de la potière. Il a le choix entre l'émaillage extérieur seulement ou l'émaillage extérieur et intérieur. Ah, d'accord. Souvent, on nous dit que lorsque l'on met des produits très acides, comme le vinaigre ou là, ça va être de la moutarde, il vaut mieux ne pas émailler l'intérieur. Parce qu'au bout d'un certain temps, le vinaigre pourrait attaquer l'émail. Vous donnez un de chaque et puis il verra. Je veux bien. Voilà. Et emballer, Merci. Émaillé ou non, ce sera donc à notre hôte de faire son choix. De son côté, François-Xavier est parti faire quelques courses sur la côte d'Albâtre. Premier arrêt, les incontournables huîtres de Veules-les-Roses. Installé sur la commune depuis une quinzaine d'années, c'est le seul parc ostréicole de Seine-Maritime et le plus petit de France, avec une superficie de seulement 10 hectares répartis entre 5 ostréiculteurs. Parmi eux, Fabrice Gallo a pris la suite de son père, pionnier de la production locale, pour gérer les 2 hectares de parc de l'entreprise familiale. La transmission, c'est important. J'ai ça dans le sang, la mer et la marée, les huîtres. Je suis né dedans et c'est toute ma vie en fin de compte. Donc c'est une passion. Une passion partagée aussi par Eric, salarié de l'entreprise, mais qui se mérite, car les huîtres ne se laissent pas facilement approcher. Il faut des coefficients de minimum 90 des grandes marées pour pouvoir accéder au parc. Ça représente une semaine par mois à peu près. Là, on commence à les voir, les parcs, c'est ce qu'il y a là. Sur les tables, près de 9000 poches permettent de produire entre 60 et 70 tonnes de coquillages chaque année. Ça, ce sont des huîtres à maturité, là. Elles sont prêtes à partir pour la commercialisation. Captées en Charente-Maritime, les huîtres sont élevées 2 ans dans la Manche avant de terminer leur cycle ici pendant 1 an. Veules et les huîtres, c'est une longue histoire. Il y a toujours eu des huîtres sauvages dans le temps. La spécificité de l'huître, c'est que ici, il y a beaucoup de nourriture dans la mer. L'eau est très riche. C'est une huître qui est élevée en pleine mer, mais malgré ça, elle est très douce de goût. Elle a un goût de noisette. C'est pour ça qu'elle est réputée. C'est une huître assez sauvage, plus charnue peut-être que la moyenne des huîtres normandes. Et elle a aussi une couleur qui est spécifique. Ça vient certainement des falaises. Je pense que ça joue sur la qualité de l'eau avec les écoulements d'eau douce et la prolifération de plancton qui fait qu'elle se nourrit très bien ici. Les coquillages passent encore 1 mois en bassin de finition avant d'être commercialisés. Pour la vente, c'est Eric qui s'en charge, directement sur la plage de Veules-les-Roses. C'est là que notre agriculteur l'y retrouve pour récupérer les huîtres de sa recette. Sur la plage abandonnée, Bonjour. coquillages et crustacés. Bonjour. C'est vous, Eric? C'est ça, c'est moi. On fait un repas là ce midi et j'aurais besoin pour faire des huîtres chaudes, part plutôt sur du numéro 2, non? Ouais, le numéro 2, ça va être mieux pour faire des Ouais, chaudes. C'est un ouais. petit peu plus charnu. Ouais, un peu plus charnu. Je vais vous faire goûter ça.
Elle est bien iodée, ni trop peu. Bien charnue. Ouais, c'est bon ça. Ce sont des huîtres qui sont assez iodées quand même, qui laissent un bon goût. Le goût reste assez longtemps en bouche. Bon, pommeau et cresson, qu'est-ce que vous en pensez? Bah oui, on peut essayer plein de choses avec les huîtres, c'est l'avantage. Le cresson, alors ce sont des spécialités aussi de notre région. Le pommeau, évidemment. Bah là, je suis en train de préparer un panier, approximativement, il y en a une 60aine, là, je pense. Ouais, bah c'est bien. Ça vous va? C'est parfait. Voilà. Merci. Non loin de là, à Soménil, Edgar Heinz est l'un des 4 derniers producteurs de cresson de la vallée de la Durdan. Cet ancien cuisinier reconverti dans le maraîchage bio il y a 4 ans est venu s'installer dans la région en 2017 pour reprendre cette cressonnière et cultiver des légumes qu'il vend sur les marchés. Oh punaise. Comment ça va, Edgar? Hein? La forme? Ouais, ça va. Bah écoute, ça y est, t'as Regarde. fini ta récolte. C'est beau, hein? Ouais, c'est beau. Hein. Ouais. Les pieds dans l'eau toujours? Ouais. Les pieds dans l'eau. Je viens de chercher quelques bottes. Comme le cresson. D'accord. Ouais. Oui. Bon, c'est la pleine récolte en ce moment là. Ouais, c'est le début. Ouais. Le début du beau cresson, on va dire. Parce qu'il a fait tellement chaud qu'on a eu quand même quelques difficultés. En fonction de l'ensoleillement, de la température, t'as une incidence sur le bouquet aromatique ou pas? Je pense, ouais. Je pense qu'en ce moment, il est beaucoup plus piquant. Ouais. Il sera plus doux cet hiver. Alors, c'est un peu comme la mâche, ça, tu sais, ça a besoin de gel. Ouais, ouais. Il pique pas trop, il est doux, je trouve. Ouais. Il est aromatique, mais il pique pas trop. D'accord. J'aime bien, moi, ça, comme ça, nature. Tu m'en prépares 3 à 4 bottes? 4 bottes, allons-y. Oui. T'as déjà goûté des huîtres au cresson ou pas? Non. Bon, bah, tu vas goûter ça tout à l'heure. Eh bien, on va déguster ça. Il ne nous reste plus qu'à nous mettre en cuisine pour préparer l'entrée du banquet. Je rejoins chez lui François-Xavier qui va nous dévoiler sa recette d'huîtres chaudes. Les vaches rousses, blanches et noires sur lesquelles tombe la pluie et les cerisiers blancs made in Normandie. Avec des canards, les pommiers dans la prairie et le bon cidre tout made in Normandie. Oh oui, les filles aux joues rouges qui donnent aux hommes de la part, qui donnent aux hommes de l'amour, l'amour made in Normandie. C'est comme chez moi, hein? Vas-y, rentre, Julie. Ça y est, t'as attaqué les huîtres? J'ai pas pu attendre. Elles sont très, très bonnes. Ça, je veux bien les goûter avec toi. Alors, je te rapporte des pots envoyés par Claire-Marie, ta petière préférée. Et... Donc, bleu lin. Bon, hein? Bah oui. Joli. Ouais. Avec la terre du pays, hein? Tu Bien vois. sûr. Et ça, elle m'a dit que ça te plairait. Et alors, la différence, c'est pas visible forcément au premier coup d'œil. C'est émaillé ou pas à Voilà, l'intérieur. émaillé ou Ok. pas à l'intérieur. C'est nuancé quand même comme bleu. Hein. J'aime bien la couleur, c'est joli. Mm. Donc là, ça fait 500 millilitres. Ouais, Voilà. c'est beau, hein? Ouais. Tiens, bon appétit. Merci, merci. J'ai commencé sans hop. toi. Elle est détachée? Ouais. Alors? Très bonne, hein? Elles sont bonnes, hein? Ah ouais. Bon, on y va pour la recette? Ouais. Au menu, des huîtres chaudes déclinées en 2 versions, l'une au cresson et l'autre au pommeau. Toi, tu vas faire le cresson à ce moment-là, et Peut-être moi, autre je vais chose, faire la hein. recette au pommeau. C'est comme tu veux. C'est parti pour. Donc, vas-y. Je commence par hacher les feuilles de cresson, tandis que François-Xavier s'occupe des échalotes. Et ça, c'est une recette que tu as mise au point, élaborée toi-même? Bah, on s'inspire, après on personnalise un petit peu. Il y a une recette de base au cresson et au champagne. Ouais, qui se marie bien. Et voilà, donc... bah, Et toi, tu mets du cidre, évidemment. et voilà. Je te vois venir. Normandiser la recette au champagne.
Sans oublier évidemment de la bonne crème fermière. Waouh! C'est de la vraie, hein? Merci. C'est bon signe quand elle tient le bout à l'envers. Si tu peux poser la cuillère dedans, c'est bon. Ouais. Bah écoute, moi je. Tu mettrais quoi? Tu mettrais tout le pot ou... Non, tu m'en laisses un petit peu pour mes échalotes. Ça aussi. suffit ça, tu penses? Ou ouais, un peu encore plus? un peu. J'en laisse un petit peu. Et je mets ça sur le feu. Ouais, tu mets au feu. De son côté, François-Xavier fait revenir les échalotes dans du beurre, avant d'ajouter du cidre dans le cresson. C'est juste... Une petite larmichette. Voilà, c'est ça. Tu vas pouvoir mettre un petit peu de crème, si tu veux, dans les échalotes et un peu de pommeau. Tu mets l'équivalent. Un peu de pommeau, pas de cidre alors? Non, là, on va mettre du pommeau. Alors explique-moi quelle est la différence? Tu mets un calvados jeune sur un cidre qui n'a pas encore commencé à fermenter. Et tu oui, c'est le principe du pinot. C'est exactement pareil, sauf que tu remplaces les raisins par des pommes. Bien sûr. Et il faut laisser 3 ans en fût de chêne. D'accord. François-Xavier détaille une pomme en dés que j'ajoute aux échalotes. À feu très doux, hein, on est d'accord? Oui, feu très doux. Alors, j'ai bien baissé. Puis, il verse le pommeau. On fait une sorte de beurre blanc au pommeau et aux pommes, c'est original. Donc là, ça, on va le laisser réduire. D'accord, tout doucement. À feu doux. Très bien. Nous filtrons l'eau des huîtres pour l'intégrer dans les deux préparations. Et replaçons les chairs dans les coquilles. Nous récupérons le jus de cuisson des échalotes avant de le répartir sur les huîtres avec quelques cubes de pommes crues. Ça sent bon. Puis même opération avec la sauce au cresson. Voilà. On a une belle couleur là. Ça a l'air délicieux. Donc j'enfourne les premières. Hop. J'y vais. Vas-y. Aussi. Est-ce que ça va y aller sur la largeur? Tu ne brûles pas, fais gaffe. On va laisser dorer pendant, il faut bien 10 bonnes minutes. D'accord, 200 degrés. Ouais, 200 degrés sur le grill. Et c'est tout? Et puis c'est tout. Et après, il n'y a plus qu'à consommer. Eh ben, il n'y a plus qu'à noter surtout. Pour la recette des huîtres au cresson de François-Xavier, il vous faut 12 huîtres, une botte de cresson, 10 centilitres de crème, un verre de cidre et 2 échalotes. Pour la version au pommeau, il vous faut 12 huîtres, 10 centilitres de pommeau, 10 centilitres de crème, 2 échalotes et une pomme. Il est déjà l'heure d'accueillir nos invités. La table est dressée dans l'un des bâtiments de la ferme. En apéritif, on fait un spritz normand avec un petit calva arrangé. Ah, un calva, comme un rhum arrangé en calva. C'est ça, on a normandisé. Salut Christophe. Bonjour. Comment ça va? Christophe le cuisinier et Gabriel le père de François-Xavier arrivent les premiers. Et on retrouve notre bœuf. Dans les écorces. Oh là là. Je sers tout le monde, comme ça va faire arriver les derniers. Alors ça, c'est un calva arrangé. Alors là, tu as un calva arrangé à la cannelle et à l'agrumes. Voilà, si tu veux sentir. Cannelle agrumes. Donc c'est une macération simplement, c'est ça? C'est une macération de temps? Là, on a 1 mois et demi de macération là-dessus. Ouais, c'est agréable. Mais même pour la cuisine, pour la pâtisserie, ça doit être très utile, ça. Hein. Donc le spritz, pour ce qui te concerne, c'est un petit peu de ton calva arrangé et un peu de cidre. Messieurs, est-ce que vous vous laissez tenter? Ah oui, volontiers. C'est au tour d'Edgar et de son cresson, ainsi qu'Aurélie, la fromagère, de nous rejoindre. Bonjour. Bonjour. À la santé des Normands. Oui, à la santé des Normands. À ta visite. Les agriculteurs que vous êtes, tous. Voilà. Santé, François-Xavier, merci. Christophe. Santé. Pour les locaux, ce genre de kir, on va dire, ça passe bien pour les remettre au cidre. Oui, c'est vrai. Parce que le cidre, tu trouves que le cidre souffre d'une certaine désaffection? Avec les locaux, nous, on voit au restaurant, ils n'en prennent pas. Ah bon? Non. Pourquoi? Ça a une image un peu paysanne, c'est ça? Voilà. Tout à fait. Oui, tout à fait. Moi, j'aime bien. Oui, c'est assez intéressant. Et alors là, tu nous as apporté des radis, c'est ça? Il se mange cru comme ça. Il est aussi bon cru que cuit d'ailleurs. Mais il a une blancheur assez exceptionnelle à l'intérieur, voire transparent. Oui, il est très doux. Christophe, une huître. Ah oui, volontiers. Et alors toi, Aurélie, tu es fille d'agriculteur aussi, donc... Oui, en fait, moi, je suis la 4e génération sur l'exploitation. Mon père a repris la ferme de mes grands-parents et ma mère était une ancienne infirmière. En 2004, elle s'est installée et puis en 2006, elle a créé la fromagerie. D'accord, donc tu lui as emboîté le pas. Donc je suis installée depuis le 1er janvier.
Les tomates sont incroyables. Qu'est-ce qu'elles sont bonnes. Ah, c'est du délire, hein, ça. On dirait qu'elles sont presque cuisinées tellement elles sont parfumées. C'est ça. C'est ce que tu appelles le téton de Vénus, c'est ça, non? Alors, c'est le téton de Vénus, c'est le jaune. D'accord, ben, je me le tiens pour dit. C'est une invention à toi quand tu dis ça ou c'est non, vraiment complètement pas. Ça, c'est la Goya de la Mezza. Magnifique. Hein. Et avant que tu nous donnes la liste de l'ensemble des variétés de tomates, on va peut-être te rediriger vers la table. Ok. Parce qu'on a des huîtres qui sont cuites. Oh là. Que c'est joli. Bon, ça. Alors. Du haut d'huîtres, c'est ça. Tu laisses expliquer ou pas? Oui, avec plaisir. Les huîtres de Velay Rose, qui sont assaisonnées l'une au cresson, l'autre à la pomme. Voilà. Avant, Donc, on va goûter. Une chacun. Julie. Qu'est-ce qui se passe? Le petit truc. Cresson La frais. petite feuille fraîche qui va dessus. Eh ben oui. Alors, la production de cresson dans la région, elle est importante? Pas trop, non. Non. En fait, dans la région, on est à 4 cressiculteurs. Par exemple, dans la vallée de la Durdan, de là où je viens, il y avait jusqu'à 53 cressonnières. Oui, mais cette baisse de production, elle est liée au fait que c'est un métier difficile, non? Pour avoir échangé avec quelques cressiculteurs, bon, ils adorent leur métier, mais c'est pas facile quand même, non? Que ce soit le maraîchage, l'élevage de vaches ou je ne sais quoi, enfin, on rentre dans des difficultés qui sont... Inhérentes à vos métiers. C'est ça. C'est un travail énorme, hein. C'est pas les 35 heures, hein. C'est le double. Économiquement, il faut en pas plus, espérer faire fortune dans nos métiers. On ne maîtrise pas la nature. Il y a des aléas climatiques, les animaux, etc. Il y a des choses sur lesquelles on n'a pas la maîtrise. Et qu'est-ce qui a fait que tu as basculé de l'élevage laitier, ce que pratiquait ton papa, à l'élevage de bovins à viande? Depuis le début, je savais que je ne voulais pas faire de lait. Parce que je ne voulais pas vivre ce que lui, il avait vécu. Ah oui, c'est ça. C'est le dimanche soir, quand tu as une vie de famille, à 6 h du soir, tu as du monde qui est à la maison, mais il faut que tu retournes à la ferme pour traire les vaches. Ah ouais, c'est chaud, il faut vraiment être motivé. Donc il y a des gens qui l'apprécient. Bien sûr. Mais 365 jours par an, le faire, c'était pas possible. Et toi, aujourd'hui, ce fameux dimanche soir-là, tu peux le prendre, ton dimanche soir? Ouais, je le savoure. Moi, j'ai trouvé ça délicieux. Très bien. Super bon. Vas-y, moi, j'en ai mangé 4. Toi, t'en as 4. Ah oui, moi, ça y est, là. 5, Christophe. Pour le plat, Christophe nous apporte le bœuf cuit en écorce. Que c'est beau. Wow. Exceptionnel. Ça va nous faire manger du bois. Voilà. Alors, c'est une côte de bœuf, de la maison, de la ferme. On a l'odeur du gras de la viande, vraiment. Ce gras parfumé et l'écorce. C'est original. Hein. Donc là, c'est la betterave dans tous ses états, en fait, que tu nous as fait. Et alors, vous, Gabriel, qu'est-ce que vous pensez de cette viande? Parce que excellente. elle est quand même assez différente de ce qu'on a l'habitude de goûter. Tout à fait, oui. Elle est très tendre. Elle est tendre, elle est savoureuse. C'est tendre. Et toi, tu manges le gras comme ça, comme de la viande. Je sais que Christophe, c'est un amoureux du gras. Hein? Ouais. Alors, tu sais que, surtout, tu gardes le gras, là. Ah, bien sûr. Parce que ça, moi, je jette jamais. dans des frites, c'est sublime, ça. C'est ça. Des pommes de terre sautées avec le gras de bœuf. Voilà, c'est ça. Pas de repas normand sans plateau de fromage. Celui d'Aurélie est accompagné d'une salade de cresson d'Edgar, évidemment. Oh là là, mon Dieu. Plateau de la ferme, fait avec amour. Oh, que c'est joli. Dis-nous. Alors là, ici, j'ai le castillon, donc genre esprit camembert. Donc là, j'ai mis saveur du jardin. Donc vous avez de l'ail, de l'oignon, de l'estragon, tomates, persil et ciboulette. Saveur du jardin. Ouais, tout ce qu'on a dans le potager. D'accord. On a donc une tome qui est lavée au cidre. Après, j'ai la meule à la sarriette et romarin. Moi, mon préféré, c'est celui-ci. Si, à vrai, c'est très bien. Moi, j'aime bien la tome tome à à braise, braise. au café. Quand on la laisse un peu vieillir, en plus, c'est... Bon, eh ben, allez, serre-toi, tiens, justement, puisque tu y es. On a une trentaine de sortes de fromages. 30 sortes de fromages? Ouais, on a des genre... En fait, c'est que des revisites, parce qu'on n'a pas d'AOC, en fait, dans notre coin. Justement, on a voulu faire des produits plutôt originaux. Comme ils font beaucoup de pâtes différentes. C'est ça qui est intéressant. Ils s'inspirent d'autres styles de fromage de toute la France et ils font. Et ça, c'est... Avec une certaine liberté, quoi. En fait, on n'aime pas la routine. C'est ça qui est bien. On n'aime pas À la partir du routine. moment où vous n'êtes pas tenu par une AOC, c'est vrai que tout est possible. Bah oui, c'est ça, c'est notre tempérament. En fait, on aime bien jamais faire la même chose. Ton cresson est délicieux. Hein. Je sais pas qui c'est qui fait le cresson, mais il est super bon. Ah ouais, franchement... Il est doué, le mec, hein. Tu l'as acheté en grande surface ou pas? Pour terminer ce repas avec gourmandise, notre fromagère s'est faite pâtissière pour nous confectionner sa tarte normande aux pommes. Dans notre appareil, donc, on a mis un petit peu de calvados, donc de Xavier Craquelin. Alors là, ça va envoyer du pâté. Et Ça va envoyer du pâté. Ah ben, j'espère que vous avez encore faim, hein, mes amis. Parce que, Ouais, parce que là, il y a des choses dedans. Hein.
Il y a de quoi faire. On va C'est pas se The gêner. tarte aux pommes, quoi. Je veux dire, quand t'as mangé celle-là. C'est très bon, hein, Aurélie. Elle est délicieuse. Moi, j'aime bien ce côté un peu rustique de la tarte à l'ancienne, avec une pâte bien épaisse, bien croquante. Ça fait un petit peu tarte à l'anglaise, un peu, tu Ouais. sais. Le biscuit est bien, hein. Il y en a un peu. Le post-it, c'est mieux, sincèrement. J'espère que vous avez apprécié comme moi la rencontre de ces personnalités, de tous ces savoir-faire qui créent un lien entre le passé et le futur, qui arrivent à préserver des filières entières, des métiers, en se projetant vers l'avenir justement, en essayant de valoriser ces produits un peu différemment des anciens, tout en s'en inspirant. Et puis, venez ici pour les goûter, venez comprendre la cohérence de ce terroir, venez rencontrer ces personnalités. Prenez votre petite Micheline ou prenez le train, c'est plus écologique. Et partagez nos carnets. À bientôt.